Bonjour à tous, bon réveil sur l'antenne de RFI. Il est 5h30 à Kinshasa, 6h30 à Paris et à Bujumbura. Magali Lagrange. Des grâces présidentielles annoncées en République démocratique du Congo. Elles concernent notamment 6 militants du mouvement La Lucha condamnés pour tentative d'incitation à la révolte. Plus de précisions dès le début de ce journal avec Sonia Rollet à Kinshasa. Des centaines d'arrestations arbitraires ont lieu chaque semaine au Burundi. C'est le constat alarmant dressé par la FIDH. Vous entendrez le témoignage d'un homme détenu pendant plusieurs semaines qui évoque des conditions de détention très difficiles. Au sommaire encore le Mali, le calme revenu hier soir à Kidal après les violents affrontements qui ont éclaté avant-hier. Un plan pour lutter contre la malnutrition dans le sud de Madagascar. Et puis nous irons à la rencontre du groupe Sierra Leone's Refugee All Stars. Il se produisait hier au festival Nuit d'Afrique de Montréal. Il bénéficie donc d'une grâce présidentielle. 6 militants du mouvement La Lucha qui avaient été condamnés à 6 mois de prison pour tentative d'incitation à la révolte en mars dernier en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a signé 3 ordonnances en tout. Ces mesures ne concernent pas Yves Makwambala de Filimbi ni Fred Boma, lui aussi de La Lucha, dont les procès sont toujours en cours. L'annonce a été faite hier après-midi, quelques heures seulement après le départ du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. À Kinshasa, Sonia Rollet. Les mesures de grâce accordées hier par le président Kabila sont pour la plupart générales. Elles concernent notamment les moins de 30 ans, les plus de 65 ans, les femmes, les personnes handicapées, toutes condamnées de manière définitive et qui ne sont pas accusées des infractions relatives à, entre autres, les violences sexuelles, l'atteinte à la sûreté de l'État et toute infraction contre l'autorité de l'État, ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Une seule mesure particulière, une des 3 ordonnances, concerne 6 militants de la Lucha condamnés à Goma pour avoir préparé des pancartes à la veille d'une journée ville morte décrétée par l'opposition. À quelques jours de leur libération, souligne Maître Kapiamba de la CAJ, Association congolaise d'accès à la justice. Des ordonnances trop verrouillées, estime ce militant des droits de l'homme, pour permettre une quelconque libération des prisonniers politiques. Le président doit faire plus pour prouver sa bonne foi, dit encore Maître Kapiamba. Pour un officiel, c'est la faute aux avocats de la défense qui passent leur temps à faire appel et à soulever des objections. Sinon, explique-t-il, d'autres auraient pu bénéficier de ces mesures. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Autre libération en RDC, celle de plusieurs militants du parti d'opposition UNC de Vital Kamerhe, le secrétaire provincial du parti à Massina, quartier de Kinshasa, arrêté le week-end dernier. Aucune charge n'est retenue contre lui. 7 autres militants à Matadi, condamnés pour incitation à la désobéissance civile. Ils écopent de 45 jours de prison, mais ils en avaient déjà passé 58 en détention. Par ailleurs, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide a lui été arrêté au Kenya. Il se trouvait à Nairobi pour donner un concert. Il a été interpellé après avoir donné une interview à une chaîne de télévision. Sur une vidéo amateur, on voit le chanteur à son arrivée à l'aéroport de Nairobi donner un coup de pied dans le ventre d'une de ses danseuses qui l'amortit avec la main. La scène se déroule sous le regard de 2 policiers kenyans. L'un s'interpose. Le chanteur pourrait être inculpé. En août 2012, Koffi Olomide avait déjà été condamné à Kinshasa à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaire contre son producteur. Le gouvernement du Burundi, de nouveau sous le feu des critiques de la Fédération internationale des droits de l'homme. L'ONG dénonce des arrestations arbitraires. Il y en aurait des centaines chaque semaine. Avant de revenir sur ce rapport de la FIDH, nous vous proposons d'écouter le témoignage d'un homme interpellé dans la province de Rumonge il y a quelques semaines. Suite à un litige avec l'administration, il a été relâché il y a quelques jours. Arrêté par la police quand j'étais au travail. On m'a conduit dans le cachot communal destiné à accueillir 5 personnes, mais on était au nombre de 20. Et puis, j'ai été transféré dans un autre cachot. J'ai passé plus de 20 jours dans des conditions difficiles. Ma contact avec sa famille, il y avait justement beaucoup de monde. Dans cette cellule qui a la capacité d'accueillir de 10 personnes ou 15, nous étions au nombre de 30. C'est justement l'affaire où on ne dormait pas. J'ai observé que l'hygiène est déplorable, puisqu'il y a les hôtels nauséabondes. C'est un problème puisqu'il y a manque de l'eau potable. Imaginez prendre par force quelqu'un, ensuite être incarcéré, c'est un abus de pouvoir.
La population n'a pas de moyens de résister face justement à la décision des autorités locales. Avant les détenus, quand nous parlions de nos situations, nous voyons que c'est justement courant de le faire par force, d'être accusé par force. Il y a une injustice donc. Un témoignage recueilli par Sébastien Nemeth. Et le cas de cet homme détenu pendant plusieurs semaines au Burundi n'est pas isolé, loin de là. Je vous le disais, la FIDH parle de centaines de personnes arrêtées chaque semaine, des détentions dans des conditions très difficiles et évoque également des cas d'exécution. Les précisions d'Anne Kantner. Des centaines d'arrestations par semaine, une vraie dérive selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. L'organisation assure que le Burundi a sombré dans l'arbitraire et dans l'impunité. Elle cite par exemple l'arrestation d'un ancien militaire, élu local du parti d'opposition FNL, interpellé mercredi par des policiers qui n'avaient pas de mandat. Plusieurs témoins racontent qu'une fois en détention, ils n'ont aucun contact avec un avocat ou avec leur famille. Les conditions de détention sont difficiles. SOS Média Burundi a révélé il y a quelques jours que dans une commune du Nord-Est, plusieurs personnes étaient emprisonnées dans un conteneur parce que le cachot local n'avait plus de porte. L'administrateur a finalement annoncé hier que cette porte avait été réparée et que les détenus avaient été conduits dans un endroit approprié. Selon les ONG, il existe aussi plusieurs lieux de détention non officiels au Burundi dans lesquels les personnes soupçonnées de collaborer avec les groupes armés sont torturées. Des accusations démenties par le gouvernement qui vient d'annoncer la saisie en 6 mois de 200 grenades, presque autant de fusils et des munitions. Les autorités burundaises estiment qu'il ne s'agit pas de répression mais de lutte contre le terrorisme. L'appel du secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires politiques au Congo-Brazzaville. Il invite la classe politique congolaise à s'engager dans un dialogue inclusif avant notamment les législatives qui doivent avoir lieu l'an prochain. Jeffrey Feltman était en visite sur place. Il a notamment rencontré le président, Denis Sassou Nguesso. Il évoque également la situation dans la région du Pool. Il souhaite, dit-il, que toute la population ait accès sans interruption à l'aide humanitaire. Coup de théâtre à Sao Tomé et Principe. L'archipel a voté pour la présidentielle la semaine dernière, mais la victoire au premier tour d'Evaristo Carvalho avec 50,1% des voix a finalement été annulée par la commission électorale. Elle a démenti les résultats qu'elle avait annoncés dans la nuit de dimanche à lundi. La commission évoque une modification des résultats provisoires en raison, dit-elle, des votes de la diaspora et d'un scrutin différé à mercredi dans une localité. Il devrait donc y avoir un second tour entre Evaristo Carvalho, qui est le candidat du Premier ministre, et le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le calme est revenu à Kidal, dans le nord du Mali, après les violents affrontements d'avant-hier et les coups de feu qui ont été entendus hier entre des membres du Gatia et du HCUA. Hier soir, la vie reprenait progressivement son cours. Les combattants du Gatia semblaient avoir quitté la ville hier soir, mais ils demandent une solution durable. Du côté de la CMA, on affirme les avoir tout simplement chassés. Le gouvernement malien, lui, appelle à la retenue et déplore une menace grave pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Serge Daniel. Les combats ont cessé à l'intérieur de la ville de Kidal. Et ce vendredi soir, des habitants sont sortis de chez eux, ce qu'ils ne pouvaient pas faire le matin ni la veille. Plusieurs témoins ont vu sur place des véhicules de la mission de l'ONU circuler, faisant ce qu'on peut appeler des patrouilles. Ce qu'on ne voit plus du tout à Kidal, ce sont les combattants du Gatia, le groupe d'autodéfense des Touaregs de la tribu des Imrad. Interrogés par RFI, plusieurs membres du Gatia ont affirmé qu'ils ont quitté la ville à la demande de médiateurs internationaux afin d'éviter une aggravation de la situation. Des témoins ont vu effectivement les combattants du Gatia dans une vallée située à 8 km au nord de Kidal, mais surtout dans la localité d'Anesfif, située à une centaine de kilomètres au sud de la ville. Si on ne trouve pas une solution, nous allons revenir d'une manière ou d'une autre dans la ville, menace des combattants. Côté ex-rebelle de la coordination des mouvements de l'Azawad, c'est un autre son de cloche et on exulte. Nous avons chassé le Gatia de Kidal, c'est ça la vérité, explique un combattant de la CMA. Selon la même source, la capitale du massif de la DRA des Iforas est totalement sous le contrôle de la CMA. Reste maintenant le bilan de ces violents affrontements. De sources concordantes, il y a eu plusieurs dizaines de morts et de blessés.
Serge Daniel, Bamako, RFI. Des violences hier à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, au cours d'une manifestation pour dénoncer la hausse des tarifs de l'électricité. Une personne a été tuée, une dizaine blessée par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs bâtiments ont été pillés et saccagés. Mardi et mercredi, des violences et des pillages avaient également été signalés au cours de manifestations pour les mêmes raisons à Yamoussoukro et à Daloa. Une nouvelle manifestation prévue aujourd'hui, cette fois au Zimbabwe, dans un contexte de forte contestation sociale contre le régime du président Robert Mugabe. Des femmes devraient descendre dans les rues aujourd'hui, une nouvelle fois, pour dénoncer la crise économique. Le pouvoir zimbabwéen apparaît de plus en plus fragilisé. Cette semaine, il a été lâché par un de ses soutiens traditionnels, les anciens combattants qui ont dénoncé les dérives dictatoriales du chef de l'État. Les vétérans ont d'ailleurs été félicités par le principal parti d'opposition, le MDC, pour cette prise de position, d'autant plus inattendue que ce sont eux qui ont porté le président au pouvoir en 1980 à Moriochar. C'est un coup dur pour Robert Mugabe. Les anciens combattants, ses soutiens de toujours, déclarent qu'ils ne soutiendront pas le président zimbabwéen lors des prochaines élections, se disant inquiets par le renforcement des tendances dictatoriales du régime. Dans un communiqué, l'association des vétérans de la guerre de libération accuse le président d'être responsable de, je cite, la souffrance de la population destinée à son autoglorification. Joint par RFI, le cabinet du président n'a pas souhaité réagir. Les anciens combattants ont toujours été un soutien indéfectible au président Mugabe, et ce, depuis l'indépendance de 1980 jusqu'à la réforme agraire de 2000, où les vétérans avaient appuyé avec force le président. Mais déjà en juin dernier, les anciens combattants avaient déclaré soutenir Emmerson Mnangagwa pour succéder à Robert Mugabe, déclenchant la colère de celui-ci qui compte bien se représenter en 2018. « Ce n'est pas à vous de décider de qui me succédera », leur avait-il lancé à l'époque. Depuis, Mugabe s'était tourné vers les jeunesses de son parti, geste peu apprécié par les anciens combattants qui, à leur tour, lui tournent le dos. Au Soudan du Sud, la réponse du vice-président au président Riek Machar fait savoir qu'il ne rentrera pas à Djouba dans l'immédiat. Il a quitté la capitale suite aux violents affrontements qui ont éclaté il y a 2 semaines. Le président l'avait appelé à rentrer pour relancer le processus de paix. Il lui avait donné 48 heures pour donner sa réponse et avait prévenu qu'il pourrait lui trouver un remplaçant. L'insécurité alimentaire est toujours forte dans le sud de Madagascar. Les problèmes se concentrent principalement dans 3 régions du sud. 1 million de personnes y souffrent de malnutrition. Pour y remédier, un plan est en cours d'élaboration. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour le finaliser cette semaine. Il prévoit le développement de petites infrastructures sur 3 ans et une meilleure coordination. Jeanne Richard. L'objectif est de s'attaquer aux causes profondes de la crise cyclique qui touche le sud de Madagascar. La sécheresse surtout, le vent et l'ensablement, autant de phénomènes d'ailleurs aggravés cette année par El Niño. À cela s'ajoutent les problèmes d'accès à l'eau, le manque d'infrastructures et de matériel pour développer l'agriculture. Alors, quelles actions concrètes pour faire face ? Mieux utiliser les ressources en eau avec divers chantiers, captation d'eau de pluie, construction de réservoirs ou de canalisations, mais aussi développer la transformation des produits agricoles sur place pour mieux les conserver. Enfin, développer les programmes Argent contre Travail qui permettent de relancer l'emploi dans cette région sinistrée. Surtout, il faut faire des efforts de coordination entre les agences de l'ONU, les ONG et les autorités locales. La zone est celle qui reçoit le plus d'aide dans le pays, mais le manque de suivi et d'harmonisation font souvent échouer les projets. Pour cela, 10 antennes locales du Bureau de gestion des risques et catastrophes vont être ouvertes. Le plan doit maintenant être présenté aux bailleurs en septembre. Le défi sera de capter leur attention, alors que Madagascar est l'un des pays d'Afrique qui reçoit le moins d'aide au développement, malgré des indicateurs de pauvreté parmi les plus hauts. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Au Kenya, un important trafiquant d'ivoire condamné à 20 ans de prison, jugement d'autant plus remarquable que les condamnations pour braconnage sont très rares dans le pays. La juge a estimé que Faisal Mohamed Ali devait servir d'exemple. Il écope aussi d'une amende de 175 000 €. Il avait été arrêté en Tanzanie fin 2014, puis extradé vers le Kenya où il était recherché depuis la découverte de plus de 2 tonnes d'ivoire dans un entrepôt de Mombasa. Direction à présent Montréal, au Canada, où se déroule en ce moment le festival Nuit d'Afrique qui souffle sa 30e bougie cette année. Ça se termine demain. Hier soir, sur la scène, le groupe Sierra Leone's Refugee All Stars, dont les membres sont d'anciens réfugiés qui ont fui la guerre dans leur pays à la fin des années 90. Portrait signé Grégoire Sauvage.
En 1997, le musicien Ruben Koroma doit fuir la guerre civile qui ravage son pays, la Sierra Leone. Contraint de vivre dans un camp de réfugiés en Guinée, il se demande alors comment améliorer le quotidien de ses compagnons d'infortune. Je me suis dit que je pourrais jouer de la musique pour rendre les gens heureux. Je l'ai fait parce que moi-même j'étais malheureux à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu de la chance de rencontrer là-bas d'autres merveilleux musiciens et je les ai réunis dans ce groupe. Propulsés sur les plus grandes scènes du monde en 2006 après le succès d'un documentaire sur leur histoire, la formation reçoit le soutien de U2, Paul McCartney ou encore de l'actrice américaine Angelina Jolie. Leur dernier album, Libation, mélange avec bonheur reggae, gospel et rythme ouest-africain, un disque où les All Stars reviennent à des sonorités plus acoustiques. La musique où on ajoute plein de gadgets électroniques pour gonfler le son, parfois ça peut être un peu agressif. Je pense que les sonorités naturelles plaisent à tout le monde. Et malgré leur notoriété depuis 10 ans, le groupe est loin d'avoir oublié d'où il vient. On a toujours pensé que l'on représentait les réfugiés, on est passé par là, on sait ce que ça signifie et ce que l'on ressent quand on est un réfugié. Grégoire Sauvage, Montréal, RFI. À Montréal, il est maintenant minuit 46, 6h46 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Dans 5 minutes, toute l'actualité sportive, le journal des sports, ce sera avec Alexandre Seban. Et puis nous irons danser dans le cadre du festival Paris Quartier d'été avec une danseuse et une chorégraphe qui aiment danser non pas dans les salles fermées, mais plutôt dans les rues et dans les parcs. Mais avant tout, on retrouve l'invité de la rédaction. La grande conférence internationale sur le sida qui s'est tenue toute cette semaine à Durban en Afrique du Sud s'est achevée hier. Les progrès qui ont été réalisés en 15 ans ont été mis en avant, même si le sida continue d'affecter plus de 35 millions de personnes à travers le monde. L'agence onusienne ONU-SIDA a fixé des objectifs à atteindre en 2020. Ils sont centrés autour du chiffre 90. D'ici là, 90% des personnes atteintes du VIH devront le savoir. 90% des personnes dépistées devront recevoir un traitement et 90% des personnes sous traitement devront avoir une charge virale indétectable. Autre horizon fixé, 2030. À cette date, l'ONU-SIDA espère mettre un terme à l'épidémie. Pour en parler, Peter Gies, directeur du département Information stratégique et évaluation à l'ONU-SIDA, il est l'invité de Lisa Fabian. Bonjour Peter Gies. Bonjour. 16 ans après la conférence historique qui s'est tenue ici même à Durban en l'an 2000, quels sont les progrès réalisés dans la lutte contre le sida et quels sont les espoirs ? À la fin de l'année 2015, nous estimons qu'à peu près 17 millions de personnes ont accès à la trithérapie. La même conférence à Durban en l'année 2000, on avait peut-être juste 1 million de personnes sous traitement. On avait prévu qu'il y aurait 15 millions de personnes sous traitement à la fin de 2015. Et donc, nous avons dépassé ça de 2 millions. Ce qui nous donne confiance aussi, c'est 2 autres éléments. Un, qu'à part ONU-SIDA, qui avait annoncé le cible 90-90-90 il y a 2 ans à la conférence internationale à Melbourne, pratiquement toutes les grandes institutions ont accepté et adopté et ont travaillé avec ces mêmes cibles. Mais aussi pratiquement tous les gouvernements actuellement ont adopté ces cibles. Certains pays, par exemple le Botswana, ou aussi certains endroits dans des pays, y compris dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Ouganda, Zambie, ils se rapprochent de certains éléments de 90-90-90. C'est-à-dire soit ils ont déjà dépisté 90% des gens qui vivent avec le VIH ou aussi qui sont très proches d'avoir une suppression de la charge virale de 90% des personnes qui sont sous traitement. Et donc tous ces éléments ensemble nous donnent quand même beaucoup de confiance qu'atteindre cette cible de 90-90-90 est possible. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, identifier les défis qui restent aujourd'hui pour atteindre les objectifs fixés par ONU-SIDA ? Dans la prévention, nous avons observé que le taux de nouvelles infections chez les adultes n'a pas beaucoup bougé dans les dernières années. Il s'agit d'avoir de l'attention pour les jeunes femmes où il y a des besoins en éducation, mais aussi des besoins en soutien social.
Il y a aussi besoin d'avoir plus d'attention pour les populations clés, qui sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, les personnes qui injectent des drogues, les prisonniers et les personnes transgenres. Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur exécutif de NUCIDA a fait part de ses inquiétudes concernant notamment le déclin des financements. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a un déclin du financement, notamment du côté des pays donateurs. Et nous l'avons estimé à juste un peu plus de 19 milliards de dollars US par année. Nous pouvons dire qu'actuellement, il nous manque 7 milliards de dollars US pour financer une réponse au sida qui pourra nous amener à la fin de l'épidémie du sida. En même temps, nous voyons que des pays, par exemple, comme l'Afrique du Sud, a décidé de mettre plus d'argent dans sa propre lutte contre le sida. Et donc nous pensons que ça aussi, c'est une piste, c'est-à-dire que les pays qui sont touchés par le sida et qui sont des pays à revenus moyens, qu'ils mettent plus de leurs propres ressources pour combattre le sida, parce qu'ils ne pourront pas éternellement compter sur les pays donateurs. On le voit récemment que, par exemple, à cause de la crise de migration en Europe, il y a certains pays qui ont diminué leur contribution à la lutte contre le sida, et donc ça peut affecter directement la réponse dans les pays les plus touchés. L'Afrique australe et l'Afrique de l'Est sont au cœur de la lutte contre le VIH, mais qu'en est-il de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui sont deux régions qui restent largement marginalisées dans ces discours? Et il est vrai que l'Afrique de l'Ouest et centrale, elle a du retard, alors que nous avons au niveau mondial un taux de couverture de 46%. Le taux de couverture en Afrique de l'Ouest et centrale, il est seulement de 36%. Et aussi, il est très en retard par rapport à la région de l'Afrique australe et de l'Est, où nous avons un taux de couverture de 54%. La prévalence du VIH est moins importante dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Souvent, il est de 1 ou 2 ou 3%. Le problème est beaucoup plus présent dans l'esprit des politiciens en Afrique australe qu'en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup d'autres problèmes de santé publique au niveau du financement. Le programme des États-Unis, beaucoup de leurs pays prioritaires se trouvent en Afrique australe et de l'Est. Il y a des efforts, y compris beaucoup de discussions ici lors de la conférence, pour avoir comme un plan d'urgence pour essayer de redresser certains de ces éléments. Tous les cibles que nous avons, tout cela suppose que c'est le monde entier qui fera son effort, y compris la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale, et aussi l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui aussi est une région où il y a quand même du retard pour les différents programmes. Peter Gies de l'ONU-SIDA avec Lisa Fabian. 9 morts et 16 blessés à Munich en Allemagne. Un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu dans un centre commercial. Le tireur germano-iranien se serait ensuite suicidé, selon la police. La police qui a d'abord parlé d'une attaque terroriste avant de déclarer qu'elle n'avait aucune indication sur les motivations du tueur. Aux États-Unis, Tim Kaine, sénateur de Virginie, sera le colistier d'Hillary Clinton pour la présidentielle de novembre. Un avocat de 58 ans a la réputation d'être un homme toujours à la recherche du consensus. Et puis les sports, le cyclisme, la victoire du Français Romain Bardet dans la 19e étape du Tour de France hier. Le Britannique Chris Froome garde le maillot jaune et une sérieuse option sur la victoire finale. Les sports, on en parle tout de suite avec Alexandre Seban. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques de Rio débutent dans un peu moins de 2 semaines. Ce samedi, la délégation camerounaise quitte Yaoundé et s'envole pour le Brésil. 24 sportifs représenteront leur pays dans 6 disciplines, l'athlétisme, l'haltérophilie, le judo, la lutte, le volley-ball féminin et la boxe. C'est justement sur les rings que se trouve la meilleure chance de médaille avec Hassandam Njikam, le seul professionnel du lot. Déjà présent à Athènes en 2004 avec un quart de finale à la clé, l'ancien champion du monde WBA et WBO des poids moyens revient en 2016 à 32 ans pour sa 2e Olympiade donc. Traditionnellement réservée aux amateurs, la boxe s'ouvre cette fois aux professionnels. Hassandam Njikam en profite, mais il doit justement se réadapter au format des combats amateurs, 3 rounds de 3 minutes. Les Jeux Olympiques pour moi c'est une histoire. 12 ans après les Jeux d'Athènes, donc passé professionnel, j'ai été double champion du monde. Donc c'est une bonne opportunité pour moi de revenir avec beaucoup plus d'expérience dans la boxe aux Jeux Olympiques de Rio.
Déjà, il fallait que je revienne au rythme amateur, c'est-à-dire aux 3 rounds. Je passe de 12 rounds à 3 rounds, donc c'était une préparation qui était très courte, mais il fallait que ce soit intensifié pour que je puisse faire le résultat. Ça s'est passé super bien, mais pas facile. On dit toujours qu'il faut viser plus haut, donc je vise l'or, et après, advienne que pourra. Je me sens super bien. Hassan Damdjikam au micro d'Étienne Arthur Defoe. En attendant les JO en athlétisme, les grands meetings de la Ligue de Diamants se poursuivent. À Londres hier, le Kenya a signé un triplé sur le 1000, une distance absente des Jeux. La victoire est revenue à Silas Kiplagat. Et on passe au football. Le Sénégal se qualifie pour la CAN 2017 des moins de 20 ans. Les Lionceaux, battus 1-0 au Ghana à l'occasion du coup d'envoi des matchs retour du 3e tour de qualification. But inscrit par Charles Boateng à la 31e minute pour les Black Satellites. Mais cette défaite permet en réalité au Sénégal de valider tout de même son billet après son succès 3-1 à domicile au match aller. Excellente performance donc des Lionceaux, 4e de la dernière Coupe du Monde de la catégorie en 2015. Ils éliminent en tout cas vendredi une équipe référence chez les jeunes, championne du monde en 2009 et vainqueur à 3 reprises de la CAN des moins de 20 ans. Le Sénégal, donc de son côté, ne s'est jamais imposé dans ce tournoi, mais reste sur une finale lors de la précédente édition. Depuis les bonnes performances de 2015, l'équipe a beaucoup changé, mais les résultats sont toujours au rendez-vous, grâce notamment au travail du sélectionneur Joseph Koto et de son adjoint Malik Daf. On a été très bon pendant les premières minutes, mais malheureusement, une de nos défenseurs a commis une faute. Et en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus costaud, on a tiré un ballon sur le poteau, on a eu quelques situations, mais on n'a pas encaissé. La qualification elle est grande. Après d'être venu à la Coupe du Monde, une nouvelle équipe qu'on a bâtie même pas 4 mois, on vient encore de se qualifier, c'est magnifique. Êtes-vous surpris de cette qualification face au Ghana? Nous avons travaillé en sachant qu'il y a un bon groupe. C'est des joueurs qui jouent régulièrement dans la Ligue 1 et la Ligue 2 sénégalaise. Et c'est des très bons joueurs. Je pense que nous avons battu la Tunisie, ce n'est pas une petite équipe. Aller et retour, on a gagné le Ghana 3-1. Bien sûr, je suis très heureux et on va continuer à travailler. Je pense que le peuple sénégalais sera content. Malik Daf au micro de TTAJ. 6 autres équipes doivent encore valider leur billet ce week-end. Donc, suite des matchs retour de ce 3e tour, soit 3e et dernier tour de qualification. Aujourd'hui, Nigeria-Soudan, 2-1 pour le Nigeria à l'aller. L'Angola, battu 1-0 il y a 2 semaines, va tenter un véritable exploit à domicile face à l'Égypte. Et puis, l'Afrique du Sud devrait passer sans problème chez elle face au Lesotho après son succès 2-0 à l'extérieur au match aller. Et puis, on le rappelle, la prochaine CAN des moins de 20 ans aura lieu en Zambie début 2017. Merci Alexandre Seban. Il est maintenant 6h57 ici à Paris. C'est l'été en France et la saison des festivals a donc commencé. Dans la capitale, Paris, quartier d'été se déroule comme chaque année dans les parcs et dans les rues. Au programme musique, théâtre et danse aussi. Ce matin, on vous emmène voir les ballets confidentiels créés par les danseuses et chorégraphes Joanne Saunier et Ine Classe qui aiment danser et surprendre ailleurs que dans les salles. Reportage Lisa Boudet. Ne regarde pas, je pense à quelqu'un. Dans la cour du musée Picasso, 3 voix résonnent, du murmure, la cacophonie. Ce sont celles des chorégraphes Joanne Saunier et Ine Classe et du percussionniste Richard Dubelski. Ensemble, ils présentent Framed, une composition originale où s'entremêlent les mouvements cadencés de la danse contemporaine et la théâtralité de textes chantés. Square window on the 7th floor. Pour seuls accessoires, ils ont 7 cadres en bois de taille et de couleurs différentes, des outils simples pour suggérer le chant et le hors-chant au cœur de la thématique de ce spectacle. Joanne Saunier. On a voulu parler sur l'observation constante. On se regarde tous tout le temps, que ce soit avec les téléphones, on se filme tous, les selfies, les machins, les YouTube, les caméras dans les rues. Par contre, on est pas du tout technique, pas du tout de technologie, donc il fallait retravailler et repenser comment attirer le regard sur un détail, comme un objectif ou une caméra ou un œil le ferait, mais avec rien. Dans l'esprit du festival Paris Quartier d'été, les artistes et le public sont très proches. Ici, pas d'estrade, ni de gradins, les spectateurs sont à quelques mètres seulement. Une proximité qui, pour Ine Classe, rend chaque spectacle unique. Normalement, le public, il est loin, il regarde, et chez nous, en fait, on vient très près. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'interaction, on s'éloigne du protocole qui existe normalement dans la scène de la danse ou théâtre.
Rire, Chemin, il va arriver quelque chose. Nous, on fait toujours des pièces qui sont hyper chorégraphées, mais dans le lien avec le public, là, il y a beaucoup d'improvisation. C'est à chaque fois différent. Mais les ballets confidentiels, ce sont aussi des petits impromptus dansés partout à travers la ville. On appelle ça des pop-up, on essaye de débarquer à côté des gens sans les prendre en otage, et c'est pour ça que les formats sont courts. Parfois on joue dans des bars, parfois on joue dans des maisons, des cafés, et puis après à la fin, dès que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de démontage, il n'y a rien de tout ça en fait. On est tout de suite à côté des gens, on peut parler tout de suite avec eux, s'ils ont envie en fait. Dans des parcs, sur des bars, sur des chaises ou dans la rue, aux sonorités de Miles Davis ou simplement sur les sons de la ville, les ballets confidentiels proposent jusqu'au 6 août une danse déformatée. Et un nouveau journal tout de suite.